Bonjour Robert Kramer. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, grand plaisir. Merci de m'avoir invité. La plupart des invités que j'ai à table rechignent parfois à prendre ne serait-ce qu'un verre. Vous êtes parti sur une bouteille. Ah oui, et puis j'ai pris un verre de blanc pour l'apéro. D'abord parce que nous allons la partager, cette bouteille, donc je ne veux pas boire de façon solitaire. Et puis aussi, je suis président de l'interprofession de la vigne et du vin à Genève. Je suis également président de la société anonyme Swiss Wine Promotion. Donc, il me semble naturel, lorsque l'on est à table et lorsque l'on a un convive, de boire du vin. En tout cas, je peux difficilement imaginer un repas sans un verre de vin. La culture viticole, elle vient d'où? C'est ancré dans la famille? Oui, c'est ancré dans la famille. C'est vrai d'ailleurs, ce que vous dites, c'est que c'est un apprentissage. Je l'ai souvent constaté en Suisse alémanique, qui n'a pas du tout le même rapport avec le vin. Ce sont des buveurs de bière. Ils ont l'impression que le vin, c'est réservé à des moments exceptionnels, à des moments de fête. Quand on est à la buvette de l'Assemblée fédérale et puis qu'on est 3 ou 4 romans avec une bouteille de vin blanc, à 11h du matin, ils disent « Qu'est-ce que vous êtes en train de fêter ?» Pour eux, la pratique de prendre l'apéro, ça ne fait pas partie de leur culture. La buvette à Berne, vous êtes un des habitués, un des abonnés, comme on dit? Non, pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui passent. Ce n'est pas un endroit que j'aime particulièrement parce que c'est extrêmement bruyant. Les gens y rentrent, ils sortent. Enfin, ce n'est pas un endroit particulièrement convivial. Et le vin, depuis quand il coule dans vos veines? Est-ce que, je reviens à la question, est-ce que la famille a participé à cet apprentissage? Oui, absolument. Donc, comme enfant, je ne sais pas, déjà à l'âge de 12-13 ans, quand il y avait du vin à table, j'avais le droit de boire un tout petit peu pour... C'est tôt, 12-13 ans. Et on apprend. Et je pense même d'ailleurs que cet apprentissage, il faut le faire le plus tôt possible. Parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend comment fonctionne le produit, les dangers qu'il peut représenter. J'imagine que ces gens qui n'ont pas fait ce genre d'apprentissage, que l'on retrouve dans ces espèces de botellons où ils mélangent des alcools forts avec un peu de jus de fruits et qui essayent de se saouler le plus vite possible. Aimer boire du vin, c'est précisément éviter de se saouler. Le but, c'est d'apprécier le produit, de le goûter, de le déguster, et c'est certainement pas de s'enivrer. Et l'apprentissage au vin, c'est précisément l'apprentissage qui est l'apprentissage à un produit culinaire, disons. C'est un apprentissage qui porte sur le goût, et c'est un apprentissage qui vous apprend aussi à vous méfier de l'effet du produit et apprivoiser ce que ce produit pourrait avoir de toxique. Quand on vous qualifie, j'ai souvenir d'un article, me semble-t-il, dans Le Temps, où on parle d'un fêtard invétéré. On ne parle pas d'un amoureux du vin. Écoutez, alors là, c'est pas moi qui ai rédigé cet article, donc chacun... Non, mais j'en profite pour vous le soumettre. Chacun est libre de ses qualificatifs. Bien évidemment, j'aime bien passer du moment avec les gens. Je suis quelqu'un qui aime le contact avec les autres. Et c'est aussi un peu ma façon de faire de la politique. Je travaille beaucoup mes dossiers parce que j'aime bien savoir de quoi on parle. Mais ensuite, si vous voulez faire avancer un projet, vous n'êtes jamais tout seul. C'est absolument impossible de faire une majorité tout seul et il n'y a aucun parti politique en Suisse qui, à lui tout seul, est capable de faire une majorité. Faire une majorité, c'est arriver à trouver des alliances avec d'autres. Trouver des alliances, c'est un travail de conviction, mais c'est aussi une relation de confiance qui est nécessaire. Passer du temps avec les gens, passer du temps le soir, passer du temps à parler de toutes sortes de choses qui n'ont strictement rien à voir avec la politique, c'est une façon de créer une relation de confiance qui fait que lorsque l'on parle de politique, eh bien, on n'est pas dans des jeux de posture, dans des jeux d'attitude, dans des jeux de personnes qui gonflent leurs muscles, mais on est plutôt dans une situation où on essaye d'avancer ensemble sur un projet, et puis ça veut dire en tout cas qu'on se fait confiance et qu'on ne soupçonne pas son interlocuteur d'avoir je ne sais quelle arrière-pensée lorsqu'on travaille avec lui. La politique, ça se fait dans les séances plénières, dans les hémicycles, dans les assemblées, dans les coursives également. Est-ce que ça se fait également à table? J'entends, est-ce que des décisions peuvent se prendre à table? Je dirais de moins en moins. Aussi bien la politique, d'ailleurs, que je suis avocat de profession. Quand j'ai commencé dans mon métier d'avocat, on faisait beaucoup de choses à table. Les décisions se prenaient à table, souvent. Tout ça, c'est fini. Les gens, maintenant, mangent des sandwichs très vite. Ils essayent de travailler, d'être le plus possible derrière leur ordinateur. Les relations humaines, malheureusement, jouent un rôle beaucoup moins grand. Et par là même, les grands repas à midi, c'est exceptionnel. Les grands repas, c'est peut-être des repas pour récompenser les collaborateurs, et ça a lieu le soir.
Mais ce n'est plus autour d'une table que les décisions se prennent. Saluons au moins ce moment exceptionnel en trinquant si vous le voulez bien. Voilà, et bien santé. Santé. Cette nouvelle responsabilité, cette nouvelle présidence à la tête de Swiss Wine Promotion, ça consiste en quoi? Parce que pour le grand public, je ne suis pas sûr que ça soit très clair, hormis de se dire que vous dégustez quelques vins et que vous en faites la promotion. Déguster, c'est pas tellement ma tâche. Quand vous présidez un conseil d'administration, que ce soit le conseil d'administration d'une entreprise qui vend des vis ou bien qui est une agence de voyage ou qui fait la promotion du vin, le boulot, il est le même. Ceux qui doivent savoir déguster, ce sont les gens qui sont dans l'opérationnel. C'est les directeurs, leurs collaborateurs, etc. C'est à eux à faire ce travail. À la limite, on pourrait ne boire que de l'eau et présider Swiss Wine Promotion. Mais c'est évident que connaître un petit peu le milieu viticole, ça aide à prendre de meilleures décisions que de ne pas le connaître du tout. J'imagine bien, vous êtes un VRP qui doit connaître ses produits. Voilà. Non, mais justement, je ne suis pas un VRP, je ne vends rien du tout, moi. Je suis dans un conseil d'administration, c'est une tâche très différente. On ne me demande pas d'être un connaisseur des produits avant tout, mais d'être un connaisseur du droit de la société. Comment fait-on la promotion du vin suisse? Quels sont les arguments qu'il faut mettre en avant dans un marché très concurrentiel avec des cultures très différentes? Pour moi, c'est évident, c'est de mettre l'accent sur la proximité. En Suisse, le 27% des émissions de gaz à effet de serre provient de la nourriture. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas les déplacements. Bon, les déplacements arrivent après en numéro 2. Pour moi, l'argument numéro 1, c'est de dire c'est un produit local. Mangez ce qui est fait et buvez. Dégustez, s'agissant du vin, ce qui est fait près de chez vous. Et puis, au-delà de cela, bien sûr, il faut parler de ce que l'on boit. Il faut parler de la qualité. Souvent, on me dit mais attends, t'es bien gentil, la proximité, tout ça, mais les vins suisses sont des vins chers. Et je réponds toujours non, c'est faux. C'est l'inverse. C'est des vins très bon marché. Parce que si vous regardez les résultats que font les vins suisses dans des concours internationaux, donc où il y a des experts du monde entier qui dégustent des vins et qui les évaluent, très souvent, les vins suisses obtiennent des distinctions alors qu'ils sont confrontés à des vins étrangers qui coûtent 2 à 3 fois plus cher. Donc si vous ne buvez pas l'étiquette Bordeaux, ou Bourgogne, ou Chianti, ou je ne sais quoi d'autre, mais que vous buvez ce qu'il y a dans votre verre et que vous appréciez ce qu'il y a dans votre verre, vous avez dans les vins suisses un rapport qualité-prix qui est totalement exceptionnel. La faute aux viticulteurs qui ne font pas suffisamment la promotion de la qualité de leurs produits ou aux consommateurs qui se retranchent sur des réflexes classiques de Bourgogne, Bordeaux et compagnie? La faute, elle est surtout quoi. Je n'ai pas beaucoup de moyens pour faire la promotion. Imaginez qu'en Italie, le gouvernement italien donne 80 millions d'euros de façon générale pour faire la promotion des vins italiens, plus 30 millions d'euros rien que pour faire la promotion des vins italiens en Suisse. Et moi, j'ai 3 millions qui me sont donnés par l'administration fédérale pour faire la promotion des vins suisses dans le monde entier. Donc moi, je dois me bagarrer avec des gens qui ont 10 fois plus d'argent que moi, rien que pour l'Italie. Après, il y a les Français, les Espagnols, etc., qui ont 10 fois plus d'argent que moi pour promouvoir leur vin en Suisse. Alors, c'est un sacré défi qu'avec cette modicité de moyens, d'arriver simplement à communiquer. N'hésitez pas à boire du vin suisse. Goûtez-les d'abord, puis après vous les jugerez. Mais au moins, donnez-leur leur chance. Dans votre cave personnelle, on trouve que des vins suisses? Je dirais 95%. Et je dirais, sur ce 95%, la très grande majorité des vins sont des vins genevois, parce que, comme je vais très souvent rencontrer des vignerons genevois, j'ai l'occasion de déguster. Et puis, quand on boit des bonnes choses, c'est assez logique de repartir avec 1 ou 2 cartons. Enfin, il faut honorer les gens qui vous donnent l'occasion de déguster des bonnes choses. Dit-il avec le sourire et l'œil qui brille. Oui, le vin, bien sûr, c'est une question d'un produit que vous pouvez déguster à l'aveugle. Mais c'est aussi une question de rencontre avec des gens. Un vin vous raconte une histoire. Quand je vois cette bouteille de vin devant moi, je vois aussi devant moi la tête du producteur, les explications qu'il a pu me donner sur la façon dont il l'avait produit. Toute cette histoire fait aussi partie de ce que vous consommez. Donc vous consommez assurément un produit, mais vous consommez aussi un terroir, des histoires personnelles, un paysage. Il y a beaucoup de choses.
dans un verre de vin. Si le rapport que vous avez avec ce produit est un rapport cultivé, un rapport de culture, vous respectez trop le vin pour vous enivrer, en tout cas volontairement. La passion de la terre, des bons produits, du bon vin, elle vient d'où? C'est né comment? Je suis dans une famille où l'on aime cuisiner. Ma mère, ma grand-mère, enfin c'est des très bonnes cuisinières. J'ai reçu une éducation où on est attentif à ce que l'on mange, attentif à ce que l'on boit. Moi-même, une fois quand j'ai quitté la maison familiale, j'ai cuisiné aussi. Mes compagnes, ou ma compagne, a dû forcément s'y mettre aussi un peu, parce que même si elle-même, elle venait d'Allemagne, où elle avait été peu éduquée à ce genre de choses, elle s'est retrouvée dans une famille de type un peu méditerranéen, où il y a des longs repas qui s'éternisent, où quand on est à table, on parle encore de recettes de cuisine et de nourriture et de souvenirs de repas, etc. Donc voilà, elle s'y est mise et elle est à son tour devenue une cuisinière. Alors, plus que tout à fait acceptable. Il y a, sur un ou deux points, elle fait encore mieux certaines recettes familiales que je les ai vues pratiquer à la maison. Donc vous êtes à l'aise derrière les fourneaux? J'aime bien, mais je dois dire aussi que mes activités de ces dernières années ne m'ont pas laissé beaucoup de loisirs pour cela, et que je me réjouis d'avoir un petit peu plus de temps, justement, pour avoir le plaisir de cuisiner des choses un peu plus sophistiquées que simplement un rôti ou un gigot qui demande assez peu de préparation, puis on les met au four et puis ça se passe tout seul. Et on n'est pas aussi dans le cliché de l'élu qui saute de table en table, de restaurant en restaurant? Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Souvent, à l'heure du repas, on est dans un train et on grignote un sandwich en buvant de l'eau gazeuse. Vous allez faire pleurer dans les chaumières. Et en ayant un dossier sur les genoux. Alors, si on n'aime pas ça, il ne faut pas le faire. Mais disons, il n'y a pas de quoi être plein et c'est le cas de beaucoup de gens qui travaillent. Et puis quand vous êtes un parlementaire fédéral, effectivement, tous les jours à midi et le soir, vous avez plusieurs invitations de différents lobbies qui vous proposent de venir manger avec eux, mais très vite, vous voyez à quel point c'est fastidieux. Je veux dire, vous allez quelque part, quelqu'un vous souhaite la bienvenue, on vous sert une entrée qui vaut ce qu'elle vaut, et ensuite il y a un gars qui vous fait un discours en allemand avec des slides, après quoi vous passez au plat principal. Généralement c'est un petit morceau d'une viande quelconque qui baigne dans une sauce avec les légumes que l'on a en Suisse alémanique, c'est-à-dire que des racines bouillies, et puis on vous refait encore un discours, et puis voilà, et puis avec le petit morceau de glace qu'on vous sert, on refait un troisième discours, toujours avec des slides, toujours sur des trucs qui sont totalement inintéressants. Voilà, donc alors, quand vous êtes un jeune élu à Berne, vous vous mettez un point d'honneur de montrer que vous vous intéressez à tout en faisant ce genre de trucs. Et puis plus le temps passe, plus vous vous avez fait quelques copains au palais fédéral, et puis vous vous dites que, franchement, chaque fois que vous pouvez éviter ce genre de choses, vous le faites. Puis il y a quelques fois où c'est inévitable, parce que, voilà, quand vous êtes invité, quand vous êtes libéral, puis que vous êtes invité par Économie Suisse, ben vous êtes bien obligé d'y aller. Donc ça fait partie de votre boulot de relations publiques, que de montrer à ces gens que vous êtes prêts à écouter ce qu'ils vous racontent. Mais en fait, c'est une perte de temps monstrueuse. Tout ce que ces gens vous racontent, si vous suivez un peu vos dossiers, vous le savez, et vous en savez plus avant même d'aller à la séance. Puis les grands secrets, bien sûr, c'est pas à cet endroit-là qu'ils vont vous les raconter. C'est-à-dire, si on a vraiment besoin de vous pour vous communiquer des informations importantes, ben, ça se fait en tout petit comité. Vous vous retrouvez avec un interlocuteur ou deux interlocuteurs dans un endroit un peu discret, et puis on discute de choses sérieuses. Ce genre d'endroit, il ne s'y passe réellement rien. À mon sens, la seule utilité de ce genre de manifestation, c'est de permettre aux lobbyistes de gagner leur vie. Ils arrivent en disant, voilà, tu m'as donné de l'argent parce que je suis lobbyiste, et moi, j'ai réussi à t'organiser une manifestation où je t'ai amené 10 ou 15 ou 20 parlementaires, donc j'ai rempli mon contrat. Mais ça s'arrête là, c'est vraiment une activité dont je perçois extrêmement peu l'utilité, et dont finalement on se détache avec le temps. C'est pour répondre à votre question sur ces magnifiques repas que l'on peut faire
quand on fait de la politique. Réponse très complète, très claire. De ne plus siéger à Berne, ça va vous laisser le temps de faire quoi de plus? Alors d'abord, ça me laissera un petit peu de temps pour m'occuper de moi-même, parce que ces dernières années, j'ai vraiment eu un engagement qui était 7 jours sur 7. Parce qu'à côté de mes activités politiques, j'ai un bureau d'avocat, j'ai des engagements dans toutes sortes d'organisations, aussi bien qui relèvent du monde associatif que qui relèvent du monde professionnel. Donc ça me permettra de continuer les engagements que j'ai déjà, tout en ayant un petit peu de temps pour moi. Et le temps pour vous, ça serait consacré à quoi alors? Alors le temps pour moi, d'abord consacré à avoir un petit peu d'activité physique. Parce que, j'avais lu 2 à 3 heures de vélo d'appartement par semaine. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est d'actualité et ça devrait l'être encore peut-être un peu plus. Ah, vous allez augmenter les objectifs. Peut-être les compléter par d'autres trucs du style grande balade, pilates, enfin des machins de ce genre. Enfin, bouger un peu, quoi. Sans avoir l'ambition d'être un sportif de pointe, mais disons bouger un peu. Ça veut dire avoir un peu plus de temps pour lire, un peu plus de temps pour les miens, que j'ai beaucoup délaissés, comme tous les gens qui font de la politique. Puis voilà, puis un peu plus de temps pour des activités culturelles. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime la musique. Je le disais en début d'entretien, vous êtes l'un des pères politiques fondateurs du Léman Express, qui est sur les rails depuis quelques semaines maintenant. Après 100 ans de réflexion, après 8 ans de travaux, après des wagons de recours, vous diriez que c'est votre plus grande réussite politique? Disons, c'est très spectaculaire, mais ça fait partie des choses que j'ai réussies. Mais vous savez, lorsqu'on a inauguré la plage des eaux vives, j'étais très, très, très content. Parce qu'on ne dépense jamais de l'argent pour faire plaisir aux gens. Je veux dire, quand vous regardez à quoi on dépense de l'argent, c'est pour faire des hôpitaux. Personne n'a particulièrement envie d'aller à l'hôpital. C'est pour faire des prisons. Personne ne veut aller en prison. C'est pour faire des écoles. Moi, je n'ai pas essayé de garder un très bon souvenir de la période que j'ai passée à l'école. Mais dire, on va maintenant dépenser une somme d'argent conséquente. On va dépenser quelques dizaines de millions pour faire une plage. Et on l'a fait. Les gens sont ravis. C'était bien de le faire. Et c'est bien de temps en temps qu'avec l'impôt que l'on perçoit, on fasse des choses pour faire plaisir aux gens, pas seulement pour soulager leur détresse, les aider dans leurs problèmes, etc. Vraiment pour faire plaisir. Quand on finalise des projets colossaux comme le Léman Express, comme la plage et autres, il y a certes les inaugurations officielles, les petits fours et compagnie. Est-ce qu'on se pose un moment, on s'ouvre une bonne bouteille en disant voilà, travail accompli, je fais de ça dignement? Non, ça j'ai jamais fait. Ah bon? Vous me décevez. J'ai jamais fait parce que dès le moment où le premier coup de pioche est donné, ce qui est excitant, c'est de penser au prochain projet. Une fois que le premier coup de pioche est donné, les choses roulent, on n'a plus besoin d'un politicien. Vous avez le droit de prendre 10 minutes. Ce dont on a besoin à ce moment-là, c'est d'autres gens. C'est des gens qui savent faire tout ce que les politiciens ne savent pas faire, qui savent construire. On a besoin des ingénieurs, on a besoin des architectes, on a besoin de tous les gens, des gens qui savent faire rouler des trains, des gens qui maîtrisent, si on parle de la plage, la dynamique des fluides pour que les cours d'eau arrivent au bon endroit. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, c'est le moment où, lorsque la décision est prise, qu'on a trouvé le financement, que les oppositions ont été levées, c'est le moment où il y a d'autres gens qui vont s'occuper de l'histoire. Ils le feront à leur façon. Et puis, le plaisir, c'est de se dire, maintenant, par rapport aux idées que je défends, par rapport à ce qui est réaliste de faire actuellement, c'est quoi le prochain projet? Moi, je vous imaginais faire une pause sur le canapé, ouvrir une bouteille et dire voilà. Jamais. Travail accompli, quoi. Non, jamais. On va partir sur un dessert ou un café, comme bon vous semble. Termine le vin d'abord. Alors des priorités. Un petit ristret, ce sera très bien. Ouais. Non, j'ai encore un repas qui m'attend ce soir et il faut quand même être un peu pas exagéré. Vous n'exagérez jamais. Non, je ne suis pas un type vraiment ascétique. J'exagère régulièrement. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous. J'aime bien manger.
J'aime le goût des aliments, j'ai du plaisir à me trouver à table et j'apprécie ce que l'on me sert. Et je mesure aussi ce que ça implique comme travail derrière la confection d'un plat. Si vous cuisinez un petit peu, vous savez bien ce que ça représente. Donc oui, j'apprécie cela. Je vous soumets cette phrase d'Olivier Jornaud, repérée dans le temps me semble-t-il, c'est le roi des bons types. On a tous, un jour ou l'autre, été son compagnon de soirée. Bon, en tout cas, j'ai été le compagnon de soirée d'Olivier Jornaud. Vous savez, j'ai une devise qui est tout ce qui se passe la nuit appartient à la nuit. Donc, il y a ce qu'on fait le jour et puis pour le reste, c'est un autre monde. Et du reste, les gens qui n'aiment pas trop dormir ont des codes et vous les recroisez le matin. C'est comme si vous n'étiez pas quitté 2 ou 3 heures avant. Voilà. Ça se gère comme ça. Le café, c'est un allié pour tenir les longues journées Oh, pas du tout. Je ne suis pas un très grand buveur de café. À vrai dire, je bois beaucoup plus de thé que de café, mais pas au restaurant. J'ai beaucoup de thé différents à la maison. J'aime beaucoup le thé. Si vous avez cette éducation un peu sensorielle que vous pouvez apprendre avec le vin, le thé, c'est la même chose. Il y a des thés qui ont des qualités très différentes, qui sont aussi préparés de façon très différente. Et de la même façon que vous aimez avoir dans votre cave des vins différents, ça fait partie de mes plaisirs d'avoir beaucoup de thés différents. Et je ne quitte pas la maison le matin sans avoir bu une bonne quantité de thé. Et un repas, ça se termine avec un digestif, une williamine, une poire, quelque chose. Alors un repas, quand on a un peu de temps, oui, ça se termine avec un ristretto et puis une eau de vie, mais si possible avec une eau de vie locale, ce qui là relève de la performance. Enfin, je ne sais pas ce qu'il propose ici comme eau de vie de fruits, mais trouver de l'eau de vie genevoise dans un restaurant, c'est assez rare. On va vérifier ou pas? On peut essayer, oui, si vous avez le courage. Bien sûr, moi je vous suis. À Genève, on a des gens qui font des très belles eaux de vie. Et les gens ignorent qu'on fait de l'eau de vie à Genève, donc c'est totalement méconnu. Ouais. Question ultime, est-ce que vous, l'amoureux de la terre, des produits agricoles, vous auriez aimé ou pu faire un métier de la terre? Non, certainement pas, parce que je suis beaucoup trop intellectuel pour cela. Mon plaisir à moi, c'est réfléchir, élaborer des stratégies, piloter des projets. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de me mouvoir dans un monde qui est un peu plus abstrait.